Bonjour tout le monde, ici Pierre Bergeron du groupe B10. Aujourd'hui, une des choses que j'aimerais être en mesure de parler avec vous, en gros, c'est une question de leadership. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup à discuter et à faire évoluer dans ma carrière militaire. Puis, je veux passer à travers une analogie que j'expliquais beaucoup aux jeunes officiers avec qui je travaillais dans le temps que j'étais au bataillon. Puis, il y a tout un concept qui s'applique autant dans notre vie de tous les jours que dans l'armée, que dans n'importe quelle entreprise. Et c'est la différence entre un entrepreneur et un intrapreneur. Dans l'armée, de la façon que la structure est faite, c'est que tu as des officiers qui sont généralement plus jeunes, qui ont fait certaines études, qui arrivent et qui sont en position de leadership. Fait que eux se doivent, en tant qu'officiers, de prendre des décisions sur la direction dans laquelle on doit aller. Tandis que les sous-officiers, c'est du monde qui ont commencé en bas de l'échelle, qui ont commencé comme soldats, qui sont montés tranquillement pas vite à travers le temps, qui ont suivi un peu de cours de leadership. Puis c'est généralement du monde qui ont une certaine maîtrise technique de ce qui se passe sur le terrain. Fait que ça va être plus le management du terrain. Fait que si on regarde un peu, mettons, on prendrait le domaine de la construction, ben, tu vas avoir comme ton architecte, tu vas avoir ton gestionnaire de projet qui va être un équivalent d'un officier. Puis sur le terrain, tu vas avoir ton surintendant qui va être généralement un équivalent d'un sous-officier. Puis il y a souvent un clash entre les deux sur la vision de où ce qu'il faut aller. Puis une image que j'ai souvent utilisée au cours de ma carrière quand j'avais des jeunes officiers pour leur faire comprendre la relation entre un entrepreneur, celui qui doit prendre les décisions, qui doit choisir où est-ce qu'on va, versus un intrapreneur qui est le sous-officier, qui doit supporter la décision prise par l'officier. Ben, c'est l'image que j'utilisais, c'est l'image d'un road trip avec des parents. Fait que tu as un père, une mère, puis là, je vais y aller là, comme très conventionnel. Fait que on parle jeune famille, un père, une mère, un ou deux enfants, ça n'a pas d'importance. Puis le père, son rôle, lui, c'est de prendre, d'établir, mettons, les parents ensemble. Le père et la mère, ils vont identifier où est-ce qu'ils veulent aller faire leur voyage, leur road trip. Une fois que ça c'est identifié, le père, dans son rôle plus normalisé, c'est lui qui va être en charge de la voiture. Ça veut dire qu'il s'assure que la voiture est sécuritaire, que les freins ils sont sécuritaires, qu'il y a assez d'essence. Il va s'assurer du trajet qui doit être pris pour se rendre à bon port. Il va savoir à peu près combien de fois il faut qu'il arrête pour aller gazer ou pour aller manger ou faire toutes ces petites choses-là. C'est lui qui va mettre toutes les choses dans la voiture, qui va s'assurer que la voiture est stable. Si on s'en va en camping, si vous partez en roulotte ou en tente roulotte, c'est généralement lui qui va prendre le lead sur pacter tout ce qu'il faut mettre dans la tente roulotte, dans la roulotte, pour s'assurer que et la remorque et la voiture soient sécuritaires, puis qu'on aille de l'avant avec ça. Tandis que la job de leadership de la mère, qui est un surintendant ou l'intrapreneur, c'est lui qui est le numéro 2 généralement, ben lui, c'est tout ce qui est gestion de personnel. Fait que la gestion des enfants. Fait que le moral, est-ce que les enfants sont corrects? Est-ce qu'ils sont en crise? Il faut régler la crise avant de partir. Est-ce qu'ils ont des jouets? Est-ce qu'ils ont ils ont des livres pour colorier? Est-ce que la tablette est chargée? Est-ce qu'il y a des films de downloader? Est-ce que les écouteurs marchent? Est-ce qu'il y a des collations? Est-ce que les bouteilles d'eau sont remplies? Est-ce qu'il y a des lingettes au cas où il y a un dégât? Tout ce genre de petites choses-là, ça va être généralement comme seté par la mère ou par le sous-officier. Si on part sur un objectif quelconque, l'officier va s'assurer
que tout est correct, puis après ça, tu vas avoir le NCO qui va s'assurer que, ben, le NCO étant le sous-officier, le sous-officier va, lui, être en arrière, puis s'assurer que tout le monde comprend c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la direction qu'on prend, puis qu'il va s'assurer qu'il n'y ait pas rien qui peut nuire à atteindre l'objectif. Puis pour une situation d'affaires, ben, on a beaucoup de tendance à soit travailler seul, fait que en gros c'est que on va tout faire les tâches tout seul. Puis une des choses qui est très difficile, peu importe la situation dans laquelle on est, c'est qu'on a tout le temps le réflexe de dire c'est beau, je vais le faire, tasse-toi, je vais le faire. Puis à toutes les fois qu'on fait ça, on empêche on se nuit à l'atteinte de notre objectif. Pourquoi? Ben, c'est super facile. C'est que si on n'est pas en mesure de responsabiliser la personne à faire ses choix, puis à bien comprendre, puis à communiquer si elle a des problèmes de compréhension, ben c'est problématique. Parce que si le père et la mère, je reviens à mon image de road trip, si le père et la mère s'entendent super bien, ils sont très coordonnés, le voyage va se faire, là, ça va être super facile, tout le monde va être heureux, même s'il y a une petite crise avec les enfants en arrière, les parents vont s'adapter, puis ça va faire en sorte que, en termes de leadership, ils vont s'assurer que tout est atteint, peu importe la situation qui arrive avec les enfants. Mais il faut que ça soit la même chose que ça soit dans l'armée ou que ce soit au travail. C'est exactement la même chose. Puis ce qui est important de différencier aussi, c'est que il y a des personnes qui sont entrepreneurs. Ça veut dire que ça va être eux les numéros 1. Ça va être nos PDG, ça va être nos CEO, ça va être eux qui vont vraiment être l'image de la compagnie, les visionnaires de la compagnie, puis c'est eux qui vont tout développer, puis qui vont donner les directions à tout le monde sur, OK, moi, on s'en va dans cette direction-là, j'ai besoin que ça se fasse. Une fois que les directions sont données, c'est important d'avoir des intrapreneurs. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui veut pas être la tête d'affiche, il veut pas avoir à prendre ces grosses décisions plus stratégiques-là, mais qui veut être en mesure de dire, écoute, je suis pas le numéro 1, mais je suis très bien numéro 2, 3 ou 4, puis à partir de là, donne-moi les responsabilités, puis je vais développer toutes les responsabilités, puis je vais développer le processus, puis je vais m'assurer que tout aille de l'avant à partir de là. Fait qu'une fois que ça s'est mis en place, l'entrepreneur, quand il y a les directions de l'entrepreneur, ben, lui, après ça, il est capable de partir. Puis une position qui est souvent très prestigieuse à l'intérieur d'une compagnie, c'est le CO, Chief Operation Officer. C'est le chef des opérations de l'entreprise. C'est lui qui est le cœur carrément là, de la compagnie. Fait que l'entrepreneur, c'est plus le cerveau, ben le directeur des opérations, c'est lui qui run la shop au complet, puis c'est lui qui s'assure du bon processus, puis du bon déroulement de chacune des étapes. Ben, c'est exactement la même chose avec l'armée, puis c'est exactement la même chose dans une famille. Fait que ça, c'était un concept que j'ai utilisé énormément, que j'ai expliqué énormément tout au long de ma carrière pour faire en sorte de donner une image visuelle, mentale, que le monde était facilement capable de comprendre, qui fait en sorte que c'est là où on voit l'importance des deux. Parce que dans le leadership, c'est pas juste moi je suis un leader puis tu es capable de tout faire. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre qu'il y a le leadership, ça se sépare majoritairement en deux parties. Puis tu as plusieurs sous-catégories à l'intérieur de chacune de ces deux grandes familles-là. Mais c'est super important, puis la communication est primordiale entre les deux. Ça veut dire que si la communication est bonne, comme les parents s'entendent bien, ou l'officier puis l'officier puis le sous-officier, ou l'architecte versus le surintendant de chantier, ben, on le sait que ça va bien aller. Les deux, ils sont capables de communiquer, ils communiquent leurs besoins, ils communiquent les problématiques qu'eux voient, et ensemble, sont en mesure de trouver une solution. Parfois, c'est pas comme ça que... Ben, pas parfois, là, ça arrive, on se le cachera pas, là, ça arrive très souvent qu'il y a une tension entre les deux. Donc, c'est soit qu'un des deux dit ou fait comprendre à l'autre qu'il connaît tout et sait tout puis il a tout vu. C'est là où les problématiques commencent à ressortir. Parce que ça fait une dégradation... Ça dégrade la communication, fait qu'une dégradation de la communication qui
s'impose dans la relation. C'est ce qui fait en sorte que moins on est capable de véhiculer ou de communiquer les problématiques qu'on a, plus on va avoir de problématiques. Fait que ça fait en sorte là, que si la mère n'est pas capable de faire comprendre au père que, écoute, c'est cool que tu avais prévu qu'on arrête une fois en 12 heures, mais c'est pas vraiment réaliste, il va falloir arrêter à chaque 2 heures parce que les enfants vont avoir envie de pipi. Puis tant aussi longtemps qu'on n'aura pas arrêté, ben il risque d'avoir des dégâts, puis il risque d'avoir des crises, puis il risque d'avoir comme bien plus de problématiques. Mais si le père il fait à sa tête puis qu'il dit non, moi j'ai planifié qu'on arrêtait après 6 heures puis d'attitude, ben là, aucune personne, ben tu sais comme ici c'est le père prend pas en considération les besoins de la mère, ben c'est la même chose si on l'applique avec une compagnie. Si le visionnaire ou le PDG, il dit nous on s'en va dans cette direction-là, puis son chef des opérations il est là, puis il dit écoute, il va falloir qu'on change différentes choses si on veut être en mesure d'atteindre tes objectifs, puis que la personne n'est pas écoutée, mais ça crée des tensions, puis ça ralentit sur le moyen et long terme, puis ça fait en sorte que on crée tranquillement pas vite un environnement qui devient de plus en plus toxique, qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de continuer à avoir la croissance qu'on s'attend à avoir. Puis là, c'est à partir de ce moment-là où on commence à ne plus atteindre nos objectifs, qu'on va commencer à tomber dans un autre réflexe que humainement on a, qui est de pointer le monde du doigt et de dire c'est pas de ma faute, moi, quand je le faisais, tout fonctionnait, puis là, depuis que c'est toi qui es en charge, ben il n'y a rien qui marche. S'il n'y a rien qui marche, c'est parce que la communication est pas bonne, puis qu'il n'y a pas eu un processus d'établi dans lequel que la personne pouvait, d'un, comprendre c'est quoi les attentes, puis de deux, grandir et évoluer. Fait que tous ces aspects-là font en sorte que c'est ce qui va faire si votre compagnie ou votre relation avec un officier ou avec votre femme ou votre mari va avoir une bonne relation ou une mauvaise relation. Puis tout ça, principalement, là, ce qui colle le tout là, de la relation, c'est la communication. Puis des fois, c'est frustrant parce que on voit les choses d'une certaine façon, on image de quoi, puis on dit ça fait vraiment, vraiment beaucoup de sens. Puis on n'est pas capable de. On le véhicule mal. Puis là, on est là, voyons, Kim, t'es bien stupide de ne pas être capable de comprendre ce que je t'explique. Sauf que nous, on a une visualisation mentale que pour nous, ça fait tout du sens. Puis la personne ne comprend peut-être pas les termes, comprend pas c'est quoi l'objectif, c'est comme pourquoi on s'en va là. C'est une des questions qui revient de plus en plus là, depuis les dernières années, c'est pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut atteindre cet objectif-là. Puis tant aussi longtemps qu'on n'est pas capable de répondre à ça, c'est là où on a une problématique. Fait que c'est là où la communication est plus dure, c'est là où on comprend pas. Ben, s'il y a une incompréhension de chaque côté, c'est là où tranquillement pas vite, il y a des chicanes qui s'imposent ou qui se mettent en place, qui font en sorte que ça ralentit les choses. Fait que ça, c'est un des aspects très très importants que je voulais que nous on prend en considération dans notre compagnie parce que c'est vraiment la clé. C'est aussi simple que ça, là, c'est vraiment vraiment la clé. Comme dans notre compagnie, dans le groupe B10, on est 8. Il y a énormément de gestion à faire. Chaque personne a sa pointe de tarte. Chaque personne est considérée le spécialiste de sa pointe de tarte. Fait que quand on a acheté un 10 logements au début de l'année. Puis dans le 10 logements, il y a énormément on veut faire une optimisation. Il y a plusieurs petites choses à faire. Puis on a fait un plan d'optimisation pour dire, OK, voici toutes les choses qu'on a à faire, voici notre diagramme de Gantt, voici où on s'en va. Puis ça, c'est pour être capable de renforcer la relation qu'on a avec les investisseurs, renforcer la relation qu'on a avec nos partenaires, puis s'assurer que tout le monde s'entend sur les prochaines étapes à venir, puis qu'il n'y ait pas de questions ou de zones grises. Parce que moins il y a de zones grises, plus le monde sont heureux. Fait qu'une fois que le plan d'acquisition a été fait, ou pendant qu'on était en train de le faire, il y a beaucoup de problématiques qui sont arrivées. Parce que là, on avait notre gestionnaire qui, elle, voyait les choses selon uniquement la gestion. On avait notre personne en charge de l'optimisation, notre directeur des opérations puis des optimisations, que lui, il voyait les choses à sa manière. Puis après ça, on avait tout
les délais puis le financement qui rentrait en ligne de compte. Fait qu'on avait 3 personnes qui voyaient ça selon leurs lunettes, puis ils sont tous arrivés avec des excellentes idées, sauf que quand on a commencé à mettre toutes les lunettes ensemble puis dire ok, c'est ça qu'on va avoir, il y a plusieurs problématiques qui sont survenues. Ils ont dit ok, ben on peut pas faire ça pour telle raison. Ça peut pas arriver parce que ça crée telle problématique. Puis là, c'est là où les 3 plans sont devenus, entre guillemets, moins bons ou moins... pas moins bons. Ils sont devenus moins pertinents parce que tout le monde avait pris en considération leurs problématiques, mais ils n'ont pas été capables de communiquer avec les autres pour connaître c'était quoi les restrictions ou qu'est-ce qui pouvait avoir un impact sur leur plan. Ça, c'est une erreur qui est très souvent faite. Puis ça s'est fait à tous les niveaux. C'est très normal. C'est quand même relativement difficile d'être capable de passer à travers toutes ces étapes-là sans avoir aucune... tu sais, comme en l'ayant du premier coup. Puis il faut pas oublier que à toutes les fois qu'on fait un plan, ben, le processus de planification est très important, mais une fois qu'on va l'appliquer, qu'on va exécuter notre plan, il y a tellement de choses qui vont changer en cours de route, sauf que la planification nous permet de vraiment identifier les différentes possibilités, les différents scénarios qu'on risque de rencontrer en cours de chemin, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapides. Mais ça je vais en parler plus en profondeur dans une autre capsule. Puis, c'est vraiment c'est vraiment d'aller avec ça. Puis, une fois où on a réussi, nous, dans la compagnie, à prendre les problématiques puis les solutions de la gestion, de l'optimisation puis du financement, c'est là où on a été en mesure de dire ok, voici comment on va fonctionner, voici le diagramme de Gantt dans lequel on va utiliser. Fait qu'à partir du moment où on a été en mesure de présenter le plan à toute notre compagnie, plus à nos partenaires, ça l'a simplifié énormément de choses. Puis après, à partir de là, ben, entre le groupe B10 puis notre partenaire, ben, nos partenaires, on a commencé à travailler sur, OK, nous, on voyait les choses d'une certaine façon, puis eux avaient des objectifs alignés sur les nôtres, mais un petit peu différents. Fait que là, après ça, c'est là où on est capable de se réajuster. Puis, à force d'être capable de communiquer, puis à force d'être en mesure d'enlever les zones grises, ben, c'est là où on est en mesure d'un, on est beaucoup mieux organisé. De deux, on enlève tellement d'angoisse juste en étant en mesure de faire ça. Parce qu'une fois où on sait où on s'en va, à peu près, ben c'est super... c'est rassurant. Un exemple que je pourrais donner, c'est une construction neuve. Une fois que tu as acheté ton terrain, ben si tu t'en vas voir un entrepreneur, un promoteur immobilier, tu dis ok, c'est beau, j'aimerais ça faire construire ma maison. Si le promoteur il arrive et il dit ok, moi l'étape 1, on fait ci, voici les plans, on s'accorde sur les plans, après ça on monte la fondation, on monte le rough, on fait la finition, puis à ces moments-là très précis, comme après chaque grande étape, on va avoir une rencontre pour dire ok, on est dans les délais, on est dans les budgets, voici ce qui s'en vient pour la prochaine étape. C'est un processus qui est tellement rassurant pour le consommateur, qui fait en sorte que, ok, il y a un lien de confiance qui s'établit, il y a un minimum d'angoisse qui est mis de l'avant, puis ça crée un certain calme qui permet à tout le monde de dire, ok, il s'est passé ça, on est rendu ici, puis on s'en va dans cette direction-là. Est-ce que les délais sont respectés? Est-ce que le budget est respecté? Puis est-ce qu'il y a eu des problématiques majeures, inconnues, qu'on ne pouvait pas prévoir? À partir du moment où tu es capable de répondre à ces questions-là, puis que tu démontres que tu es proactif là-dedans, c'est là où tu vas avoir une loyauté qui va s'établir avec tes consommateurs, qui va faire en sorte que ben, tout le monde comprend, tout le monde est aligné, puis il peut y avoir des divergences entre chaque personne, sauf que ça ne crée pas une problématique majeure. Fait que au moment où tu fais partie d'une équipe, ben, tant aussi longtemps que l'équipe comprend que l'objectif est A, puis que tout le monde s'enligne sur l'objectif A, ben, il faut se garder aussi une certaine flexibilité pour voir, ok, il y a peut-être une possibilité d'être plus rapide, mais ça va coûter plus cher. Il y a peut-être une possibilité d'être plus économique, mais ça va prendre plus de temps. Fait qu'il y a certaines choses qui peuvent être mises de l'avant,
que c'est des petites décisions qui doivent être prises par le leader, que ce soit l'intrapreneur ou l'entrepreneur, que ce soit l'officier ou le sous-officier, que ce soit l'architecte ou le surintendant. C'est toutes des zones de responsabilité qui sont prédéfinies généralement au départ. Ça c'est ta zone, ça c'est ton carré de sable. Puis tant aussi longtemps que ça tombe dans ton carré de sable, moi je n'irai pas jouer dans ton carré de sable, puis toi viens pas jouer dans le mien. Puis une fois que cette relation-là est bien établie, puis elle est respectée, ça simplifie énormément de choses. Ça enlève une quantité de chicanes probables et possibles incroyable, qui fait en sorte que tout le monde évolue, tout le monde s'entend. Puis il y a des fois, là, on s'entend, tu sais, je suis d'accord, mais désaccord. Tu sais, I'm agree to disagree, là, c'est le terme en anglais, là, mais tu sais, je suis en accord d'être en désaccord avec toi. Là. Puis il y a certains nœuds comme ça qu'on frappe qu'on doit être en mesure d'avoir une vision parfois plus cartésienne, parfois plus artistique, parfois il faut rester créatif, puis il faut essayer de tout le temps pousser notre raisonnement pour être capable de dire, OK, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Puis certaines certitudes qu'on a, une fois qu'on on fait un stress test avec notre vision, on se rend compte que, oh, OK, j'avais pas pris ces données-là en considération. Fait que si je les rajoute, si je rajoute ces variables-là, mon plan devient désuet, mais je peux garder à peu près comme 30% du plan de départ, puis après ça, partir là-dessus. Fait que c'est là où on s'adapte, c'est là où on est en mesure de vraiment développer, de rester créatif, puis de développer l'esprit d'équipe, le travail d'équipe. Une fois où tout le monde est aligné, puis une fois où l'entrepreneur, la personne qui a eu la vision de la situation, se fait comme bien comprendre par l'entrepreneur, par son numéro 2, ben c'est là où on fait « OK, voici les étapes qu'on va faire », puis après ça, on est parti. Fait que ça va conclure mon podcast d'aujourd'hui sur le leadership. Si vous avez des commentaires, si vous avez des expériences que vous avez vécues par rapport à ça, ou si vous voulez développer un des concepts ou un des points que j'ai parlé aujourd'hui, veuillez le mettre dans les commentaires, puis on se voit à la prochaine fois. Salut tout le monde!